Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'information. Voici les titres de l'actualité. Les discussions sont toujours en cours en Afrique du Sud pour la formation d'un gouvernement d'union nationale. Ce 11 juin, Inkatha Freedom Party s'est dit disposé à travailler avec le Congrès national africain. Le temps est compté, les partis doivent trouver un accord avant l'élection du prochain président prévu ce vendredi. Le début de l'extraction de pétrole du champ de Sangomar au Sénégal. Une nouvelle ère pour le pays qui devient officiellement producteur de pétrole. Pour marquer le coup, le président Bassirou Diomaye Faye en a reçu un échantillon. Et puis l'inauguration du stade national de Juba au Soudan du Sud, un projet soutenu financièrement par la FIFA qui a déboursé près de 7 millions de dollars. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, nouveau remaniement ministériel au Rwanda. Un changement annoncé ce mercredi par les autorités. Plusieurs changements ont été opérés à des postes stratégiques. Parmi eux, Vincent Biruta, qui dirigeait jusque-là le ministère des Affaires étrangères, a été muté à l'intérieur. Il est remplacé par Olivier Nduhungirehe. Autre changement important, une personnalité civile a été nommée à la tête du service national de renseignement et de sécurité. Il s'agit de Aimable Avougi Yaremye, qui occupait jusqu'ici la fonction de procureur général. Notons que ce remaniement intervient à quelques semaines de la présidentielle prévue le 15 juillet prochain. La formation du gouvernement d'union nationale se précise en Afrique du Sud. Après son revers essuyé lors des élections du 29 mai, l'ANC a dû entamer des négociations avec des partis politiques pour former une nouvelle équipe dirigeante. Une nouvelle équipe qui devrait être constituée de membres de l'Inkatha Freedom Party notamment. L'information a été confirmée ce mercredi par leur leader. Les précisions de Samantha Saberou-Sabonga. En Afrique du Sud, les partis d'opposition Inkatha Freedom Party, AFP et l'Alliance démocratique ont rejoint l'ANC au pouvoir dans le gouvernement d'unité nationale. C'est ce qu'a annoncé mercredi 12 juin 2024 le président de l'AFP, Valenkosini Labissa, après la réunion du Conseil national du parti. L'annonce de l'AFP intervient alors que les partis politiques se sont engagés dans des dizaines de réunions pour déterminer l'avenir du pays après les élections nationales et provinciales de 2024 qui n'ont donné aucun vainqueur absolu. L'AFP rejoint un gouvernement d'union nationale qui inclut l'ANC et l'Alliance démocratique. En réalité, les seules options sont de faire partie du gouvernement ou de l'opposition. Le Congrès national africain, qui a perdu sa majorité parlementaire vieille de 30 ans lors du vote du 29 mai 2024, doit désormais partager le pouvoir pour la première fois s'il veut continuer à gouverner l'Afrique du Sud. Cela signifie que l'AFP a rejeté les ouvertures du parti MK de Jacob Zuma, qui avait fait savoir qu'il aimerait former une coalition avec lui, notamment au KwaZulu-Natal, qui n'a pas produit de vainqueur global. Le parti MK bénéficie d'un soutien de 44% dans la province. Le mandat que nous avons reçu de l'électorat est que l'AFP contribue à la bonne gouvernance de l'Afrique du Sud. Nous participerons au gouvernement d'unité nationale pour le bien de notre pays et pour le bien de nos concitoyens qui veulent que la vie continue avec un gouvernement stable. Inkatha Freedom Party, l'Alliance démocratique et l'ANC détiennent ensemble une nette majorité de sièges au Parlement, ouvrant ainsi la voie à une gouvernance stable pour l'Afrique du Sud. L'implication d'Inkatha l'aidera à attirer les électeurs zoulous qui ont déserté l'ANC pour le parti Unkoto 868 MK de l'ancien président Jacob Zuma. Et sachez que l'élection du prochain président est prévue ce vendredi. Les partis doivent trouver un consensus avant la première session de l'Assemblée nationale. Avant cette échéance, une réunion des hauts responsables de l'ANC était organisée ce jeudi.
Dans l'actualité également, le Malawi endeuillé après la mort de son vice-président Saulos Chilima. Pour lui rendre hommage, les autorités ont décrété 21 jours de deuil national. Il devrait être inhumé lundi prochain dans son village natal situé dans le district de Ncheux. L'ancien vice-président est, rappelons-le, décédé ce lundi 10 juin dans un accident d'avion. L'appareil transportait 10 passagers, dont l'ancienne première dame, Chani Ledzimbiri. Aucun n'a survécu alors que l'avion devait se poser à Mzumzu. Il n'a pu atterrir en raison du mauvais temps. L'appareil a par la suite disparu des radars. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de ce drame. L'actualité nous emmène aussi au Niger où la colère monte au sein de la société civile. En cause, une décision des autorités de transition qui rétablit les peines de prison pour des cas de diffamation ou injure sur Internet. Une ordonnance en ce sens a été signée le 7 juin par le CNSP, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Si elles sont reconnues coupables, les personnes concernées risquent 1 an d'emprisonnement, une décision qualifiée d'atteinte à la liberté d'expression et de la presse par certains acteurs de la société civile. Produire dans un premier temps 100 000 barils de pétrole par jour, c'est l'objectif affiché par le Sénégal, inscrit depuis peu sur la liste des producteurs d'or noir grâce au champ de Sangomar. Le début de l'extraction de pétrole a été annoncé le 11 juin par la compagnie Woodside basée en Australie. En symbolique, le président Bassirou Diomaye Faye en a reçu un échantillon. Samantha Saberou-Sabobanga. Désormais nation productrice de pétrole, le Sénégal a sorti son premier baril, comme l'a annoncé mardi 11 juin la société Woodside. Le président Bassirou Diomaye Faye a reçu ce mercredi 12 juin 2024 du ministre de l'Énergie et du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop, un échantillon des premières gouttes de pétrole du champ de Sangomar. Voici un échantillon du premier baril de pétrole tiré dans le bloc de Sangomar au large du Sénégal. Donc, à compter d'aujourd'hui, sachez que le Sénégal est devenu un pays producteur de pétrole et cela s'est réalisé sous votre magistère. Cette première phase dont la production se fait à travers une unité flottante de production, de stockage et de déchargement concerne 23 puits d'après les informations du site officiel de Petrosen. 100 000 barils de pétrole par jour sont attendus pour la phase de développement. La production de gaz naturel liquéfié atteindra 10 millions de tonnes par an avec les phases 2 et 3 selon Petrosen. J'ai reçu aujourd'hui des mains du ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines un échantillon de la première extraction du pétrole du champ de Sangomar. Un petit pas sur le long chemin qui nous reste à parcourir. Notre satisfaction ne sera complète que lorsque toutes les ressources du Sénégal seront équitablement profitables au peuple sénégalais. Selon la Constitution, dans son article 25-1, les ressources naturelles appartiennent au peuple. Elles sont utilisées pour l'amélioration de ses conditions de vie. Nous y sommes engagés, nous y travaillons et nous le ferons. La production de ce premier baril de pétrole marque l'entrée du Sénégal dans l'industrie pétrolière une dizaine d'années après la découverte d'importants gisements de pétrole et de gaz dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Le champ de Sangomar, qui contient à la fois du pétrole et du gaz, est situé en eau profonde à 100 km au sud de Dakar. Les travaux de développement du champ ont démarré en 2020. Le ratio dette sur produit intérieur brut est particulièrement inquiétant chez les pays africains. Dans un rapport publié en début du mois, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement révèle en effet des chiffres alarmants, chiffres selon lesquels 769 millions d'Africains vivent dans des États où les paiements d'intérêts dépassent les dépenses publiques dans des secteurs tels que l'éducation ou la santé. Plus de détails dans ce sujet de cher Omar Kamara. Le nombre de pays africains dont le ratio dette-PIB dépasse 60% est passé de 6 pays en 2013 à 27 pays en 2023, notamment en raison de nombreux chocs exogènes mondiaux tels que la pandémie de Covid-19,
la guerre en Ukraine et la crise climatique selon un récent rapport publié par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, CENICET. Le rapport souligne que 769 millions d'Africains vivent actuellement dans des pays où les paiements d'intérêts sur la dette dépassent les dépenses publiques dans des secteurs vitaux tels que l'éducation ou la santé, ce qui rend la gestion de la dette publique encore plus difficile. La Covid-19 et la guerre en Ukraine ont eu des conséquences négatives sur les économies africaines. La récession économique, l'inflation à 10 points, mais aussi des pertes fiscales énormes pour les pays non producteurs de pétrole. Intitulé « Un monde de dette, un fardeau croissant pour la prospérité mondiale », le rapport souligne que le remboursement de la dette devient également plus coûteux, affectant de manière disproportionnée le développement des pays en développement. En 2023, ceux-ci ont payé 847 milliards de dollars d'intérêts nets, soit une augmentation de 26% par rapport à 2021. Aujourd'hui, beaucoup de produits comme le carburant, comme l'électricité, comme l'eau, ont connu quand même des augmentations de prix. Et donc, les populations croulent sous le poids quand même de cette recherche de financement pour combler un gap que la fiscalité ou les ressources, en tout cas du pays, ne peuvent pas faire. Notant que les pays en développement consacrent actuellement une plus grande partie de leur PIB au paiement des intérêts qu'aux initiatives climatiques, la CENICET propose un plan de réforme du système institutionnel financier mondial et promeut les objectifs de développement durable ODD des Nations Unies pour résoudre la crise de la dette. Le Maroc se reconstruit progressivement après le séisme survenu dans la province d'Al Haouz en septembre 2023. Dans la commune de Ouirgane, un établissement scolaire a rouvert ses portes après plusieurs mois de travaux. Il s'agit de l'école Tassa Ouirgane, rénovée par des jeunes de l'Interact Club Massignon. Une rénovation qui a par ailleurs permis d'agrandir sa superficie. Marcel Kouassi et Chérou Omar Kamara. Consciente de l'importance qu'il représente et n'ayant pas manqué à l'appel à la solidarité lancé en septembre 2023 suite au séisme survenu dans la province d'Al Haouz, la jeunesse marocaine se mobilise davantage à poursuivre l'élan de solidarité et d'entraide mis en place par les autorités du pays dès les premiers instants. Les jeunes âgés de 15 à 18 ans ont procédé le 11 juin 2024 à l'inauguration d'une école totalement reconstruite et équipée par leurs soins dans la commune rurale de Ouirgane. Ce projet, en fait, il a commencé au lendemain du séisme. Nous, jeunes, on s'est lancés dans ce défi de reconstruire cette école Tassa Ouirgane et non pas que de la reconstruire, mais de doubler sa superficie. On a réussi à faire une école moderne, 3 salles de classe, une classe de périscolaire, une aire de jeu moderne. Et comme point de départ de cette reconstruction, c'est un symbole fort parce qu'on a réussi, grâce à la coordination des autorités locales, en accord avec le ministère qui nous a fait confiance, à lever ce que d'autres n'ont pas fait. Et c'est exceptionnel. Cette reconstruction qui a été un travail de longue haleine pour ces jeunes membres de l'Interact Club Massignon en coordination avec les autorités locales a nécessité une première levée de fonds de 900 000 dirhams au premier trimestre de 2024 avant d'atteindre 2,4 millions de dirhams, soit plus de 600 000 $ avant la fin du projet. Une levée de fonds a été réalisée et ça a été exceptionnel. Les gens nous ont aidés, les sponsors ont été là, ils nous ont soutenus, les donateurs, tout le monde a été là, le ministère, on a eu les autorisations d'une rapidité exceptionnelle et on a réussi à tout refaire, à aménager une école, à doubler la capacité de cette école et à rendre cette école un espoir pour le futur. Et nous, c'est ce qu'on voulait. La reconstruction de l'école Tassa Ouirgane permet désormais à plus de 500 enfants de la région de disposer d'un établissement scolaire à proximité, un acte démontrant l'importance cruciale de l'engagement des jeunes dans une société marocaine solidaire. C'est un grand pas dans l'histoire de notre pays. Ce sont les mots du président sud-soudanais Salva Kiir à l'occasion de l'inauguration du stade national de Juba. Elle s'est tenue le 11 juin en présence de Gianni Infantino, le président de la FIFA. La FIFA qui a d'ailleurs soutenu financièrement ce projet avec un investissement de près de 7 millions de dollars. Marie-Raphaël Antolo.
Le 11 juin 2024, le président de la République du Soudan du Sud, Salva Kiir, et le président de la FIFA, Gianni Infantino, ont procédé à l'inauguration du Stade national de Djouba. Cette inauguration traduit la volonté des autorités sud-soudanaises à dynamiser le secteur du sport, notamment le football. Le président sud-soudanais a profité de cette inauguration pour exhorter les Sud-Soudanais à utiliser le sport comme un outil de développement, de renforcement de la cohésion et la promotion du plus jeune État d'Afrique à l'international, tout en réaffirmant l'engagement de son gouvernement à consolider la paix et l'unité nationale par le sport. This is a big step in the history of our country. Ceci est un grand pas dans l'histoire de notre pays et montre notre engagement à atteindre les objectifs d'une nation juste et prospère. Of a just and prosperous nation. Pour réaliser le projet du stade de Djouba, un fonds de 7 millions de dollars a été décaissé par la Fédération internationale de football. Dans son propos de circonstance, le président de la FIFA a salué les efforts des autorités sud-soudanaises pour faire avancer l'industrie sportive du pays. Cela marque l'histoire du Soudan du Sud et nous projette vers l'avenir. Merci de nous avoir reçus. C'est ma seconde maison. Je suis fier d'avoir été là avec ma délégation. L'inauguration a été suivie du match de qualification pour la Coupe du Monde 2026 entre le Soudan du Sud et le Soudan. Malheureusement pour les hôtes, le Soudan a dominé la rencontre, s'imposant 3-0. Cette victoire permet au Soudan de prendre la tête du groupe B des éliminatoires avec une avance de 2 points sur le Sénégal et 3 points sur la République démocratique du Congo. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.